Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir à cette avant-dernière rencontre des Jeudis de Lima, consacrée à un thème, je dirais, d'actualité, mais en même temps un thème que nos invités vont traiter d'une manière un peu distanciée pour éclairer, pour réfléchir sur cette problématique des musulmans dans l'histoire de l'Europe, repenser l'Europe et la Méditerranée. C'est, je dirais, tout un programme. Et cette thématique recoupera le sujet que traitera lundi prochain notre invité, je dirais, de marque, Edgar Morin, qui sera la grande figure de ce programme. Et il parlera évidemment de la question de la Méditerranée et de ce soubresaut que connaît aujourd'hui la Méditerranée à la lumière de ces drames des immigrés qui essaient de traverser donc la Méditerranée vers la rive nord pour fuir les guerres, pour fuir la misère. Et évidemment, Edgar Morin, comme il sait bien le faire, va prendre évidemment de la distance par rapport à cet événement pour poser un certain nombre de questions. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Jocelyne Darlia, Bernard Vincent Denis, et j'ai aussi le plaisir d'accueillir notre ami Gérard Khoury, qui a accepté de modérer cette table ronde. Malheureusement, Anne-Lise Neff n'est pas parmi nous, elle est retenue ailleurs. Cette thématique, elle rebondit sur un livre qui est paru l'année dernière, en 2 tomes, sur un peu la même question. Et c'est un collectif qui a été animé par Jocelyne Darlia, Bernard Vincent et Vincent Denis, qui sont les principaux contributeurs. Voilà, donc je cède la parole à Gérard Khoury, que je remercie encore une fois, je remercie nos invités. Et la dernière séance des Jeudis de Lima sera consacrée au Maroc et à ses mutations. Ces mutations, sa situation économique, politique, culturelle, avec de nombreux spécialistes. Et j'en profite pour vous informer que le programme des Jeudis de Lima sera disponible, le nouveau programme, celui de janvier, février, mars, sera disponible à partir de la semaine prochaine. Et on vous réserve de belles surprises. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et donc je passe la parole à Gérard Khoury. Merci. Juste 2 mots avant de donner la parole à Jocelyne Darlia, à Bernard Vincent et à Vincent Denis, pour vous dire que, pour ma part, en tant qu'historien, j'attribue une importance capitale à la lecture de ce rapport entre l'Europe, la France en particulier en Europe, et la Méditerranée, dans la mesure où on a très souvent l'habitude d'inverser l'ordre des priorités et des causalités. Je précise simplement qu'il ne faut jamais oublier que le politique précède le culturel et qu'il le fonde la plupart du temps. Et à ce titre, avant de vous passer la parole, je dirais que ici, à l'Institut du monde arabe, lieu par excellence symbolique de la relation entre la France et les pays arabes, avec souvent des moments forts et parfois des moments difficiles, il ne faut jamais oublier qu'au XVIe siècle, François Ier, envers et contre tout,
a établi une entente avec Sulayman le Magnifique, ou le Qanouni, suivant le lieu d'où on le nomme. Et cette entente était, contrairement à souvent ce qu'on en dit, une entente politique et militaire qui a permis à François Ier d'avoir une importance sur le plan religieux, avec ce que le sultan lui a accordé par un firman, c'est-à-dire la protection des chrétiens d'Orient, et un rôle également commercial qui est celui des capitulations. Et ceci, je le dis en préambule parce qu'il me semble qu'on a oublié que les rapports politiques précèdent le culturel, et que le culturel et le politique sont d'une complexité telle, comme vous allez pouvoir nous le dire à travers vos prises de parole. Je pense que la première à intervenir est Jocelyne Dakhlia. Merci. Merci beaucoup, merci pour cette invitation, merci à vous tous d'être présents malgré le froid, malgré la grève des trains. Je dois dire que nous sommes très heureux de faire cette présentation à l'Institut du monde arabe. Symboliquement, c'était très important pour nous que ce travail soit discuté et présenté au sein de cette institution. Ça nous paraît en effet quelque chose d'assez central pour l'histoire, je dirais, de la France et de la présence arabe et musulmane en France. Et ça nous paraissait central aussi au sein du débat citoyen. Donc nous avons, à toute une équipe, publié ce livre en 2 volumes. Le premier paru en 2011 sur les musulmans dans l'histoire de l'Europe, une intégration invisible, et le deuxième paru en 2013 sur la question de la Méditerranée. Nous expliquerons tout à l'heure le lien entre la présence des musulmans et la manière dont on doit repenser la Méditerranée. Et donc, il s'agit pour nous, en fait, d'un nouveau chantier, c'est-à-dire qu'il nous semble que c'est une nouvelle direction de recherche qui est appelée à se développer. Cette question d'une présence musulmane en Europe occidentale, il me semble qu'on va aller de découverte en découverte, et on est à l'orée d'une nouvelle façon, finalement, de repenser cette présence et cette histoire, ce qui amène à repenser complètement, à certains égards, toute l'histoire de l'Europe et toute l'histoire de la Méditerranée. Il y a quantité d'indices à l'heure actuelle, comme vous le savez, qui montrent qu'on accorde de plus en plus d'importance, notamment, à la présence médiévale des Arabes dans le sud de la France, par exemple. Et nous avons plus attiré l'attention sur des périodes mal connues de cette histoire. En effet, qu'est-ce qu'on pense communément sur le contact de l'Europe occidentale avec l'islam, et plutôt sur la présence de musulmans en Europe occidentale? On pense généralement que c'est une présence tardive et qui, grosso modo, c'est très clair dans le cas de la France, ne commencerait pas avant la fin du XIXe siècle, dans le meilleur des cas, avec l'importation d'une main-d'œuvre coloniale, notamment dans les mines et les industries du Nord et de Lorraine. Et puis ensuite, on pense à la présence coloniale également, qui vient avec la guerre de 14. Donc une histoire qu'on fait généralement remonter, ou qu'on lie à la présence coloniale et à la colonisation. Et il nous semble que ce lien entre musulmans et colonisation obère jusqu'à présent le rapport des citoyens français à la question d'une citoyenneté musulmane, finalement. Alors, en tant qu'historiens, nous avons voulu prendre le problème en amont. Pourquoi en amont? Parce qu'on considérait généralement, dans les ouvrages d'histoire, y compris d'ailleurs l'ouvrage dirigé par Mohamed Harkoun, paru en 2006, un ouvrage considérable, très important, mais où on a toujours un peu cette conception
que les musulmans mondiaux au XVIe siècle, XVIIe siècle, il n'y avait que quelques individus qui venaient s'aventurer en Europe, le plus souvent pour des ambassades. Bien sûr, il y avait quelques galériens, mais c'était donc une présence par définition marginale et transitoire et qui ne faisait pas souche. Dire que l'hypothèse d'une intégration de population, d'une assimilation de population originaire des sociétés d'islam, des pays d'islam, ne faisait pas sens. Or, nous avons essayé d'explorer, si vous voulez, cette hypothèse, finalement, en pensant au début que nous trouverions juste quelques cas illustratifs, finalement, de processus d'assimilation, mais de processus ponctuels. Le résultat nous a surpris nous-mêmes. Je n'irai pas jusqu'à dire que nous avons découvert une présence massive de musulmans, ce serait faux, et je pense que mes collègues vont nuancer de toute façon de manière la pertinence géographique de cette histoire et sa territorialisation. Mais nous avons découvert une présence musulmane beaucoup plus importante qu'on ne le considérait jusqu'à présent, jusqu'à ces dernières années, ce qui nous amène finalement à prendre en compte cet apport comme un élément constitutif, tout simplement, des sociétés d'Europe occidentale. Alors, nous laissons de côté la question des Balkans, la question de l'Europe orientale, qui était alors sous domination ottomane. La problématique n'était pas la même. Nous, ce qui nous importe, nous avons une visée citoyenne, finalement. Nous souhaitons contribuer à ce qu'on pose autrement la question du rapport à l'islam aujourd'hui dans les pays de l'Union européenne, dans les pays plus précisément de l'Europe occidentale. Nous avons le souci que par l'histoire, on l'envisage comme ce qu'elle est de fait, c'est-à-dire une présence de l'intérieur, l'histoire d'une assimilation, ce qui ne veut pas dire une histoire irénique, ce qui ne veut pas dire une histoire simple et facile. À vous, Monsieur Vincent. Oui, je me joins évidemment aux remerciements tant à l'Institut qu'à tous ceux qui ont bien voulu se déplacer pour participer à cette séance. Et donc, l'idée de ce travail, de ces 2 volumes qu'Albin Michel a publiés, vient en somme d'un groupe de travail de chercheurs travaillant sur des régions extrêmement variées du monde européen et extra-européen. Je crois que ça, c'est aussi important. C'est que dans la réflexion qui a abouti à ces 2 volumes, il n'y a pas obligatoirement l'apport de chacun de ceux qui ont participé à nos discussions. Mais en somme, les volumes traduisent tout à fait ce qu'ont été ces discussions pendant plusieurs années. Et nous sommes réunis régulièrement et il y avait donc des chercheurs qui travaillaient plus particulièrement sur la rive méridionale de la Méditerranée et des chercheurs qui travaillaient sur toute une série de contrées de la rive septentrionale. Et ça, cet échange a été fondamental. Et donc, nous a permis de mettre l'accent sur un certain nombre de phénomènes, et en particulier de découvrir que cette présence musulmane, sans être massive, comme vient de le rappeler Jocelyne Darlia, a été quand même plus importante que nous ne l'imaginions au départ. Alors, il ne s'agissait pas d'individus isolés, mais il pouvait y avoir de véritables petites communautés, ça et là, qui ont existé, qui ont vécu tout au long de ce que nous appelons l'époque moderne, c'est-à-dire 16e, 17e, 18e, début du 19e siècle, puisque c'est sur cette période que nous avons finalement mis l'accent, même si la période médiévale n'est pas absente des 2 volumes. Donc d'abord ce fait. Et dans cette quête géographique, nous avons eu le souci de faire en sorte qu'elle soit la plus large possible. Alors, on n'a peut-être pas réussi totalement. Nous avons eu nos limites, comme bien entendu, à savoir que il n'y a pas donc l'Empire ottoman. On aurait pu
inclure des réflexions peut-être sur les régions frontalières, par exemple. Bon. Mais si certains des participants à nos séminaires travaillaient sur le monde ottoman, nous avions décidé de parler de l'Europe qui était sous la domination de chrétiens, que ceux-ci fussent protestants, orthodoxes ou catholiques. Et bon, le hasard des compétences a fait que l'accent a été mis surtout sur un territoire qui va en quelque sorte depuis le monde autrichien d'aujourd'hui. Nous avons une contribution extrêmement importante sur Vienne, sur le cas de Vienne, jusqu'au monde portugais, et ensuite jusqu'au monde anglais, si on va vers le nord. Donc la France et l'Angleterre sont bien présentes aussi dans cet examen. Il reste que le pôle italien et le pôle ibérique sont très très représentés, et pour des raisons évidentes, parce que la population musulmane dans ces espaces a été relativement importante tout au long de la période étudiée. Donc il y a de solides raisons. Mais il y a donc une lacune, si vous voulez, qui concerne le monde scandinave et le monde germanique. Il aurait été souhaitable certainement d'introduire en particulier pour le monde germanique une contribution. On a trouvé la compétence trop tard, pour tout dire. Mais il me semble, en tout cas, il nous semble que tel qu'il se présente, ces deux volumes donnent de nombreux éléments pour la réflexion des lecteurs, à savoir entre autres que, en somme, il y a deux pôles dans le monde européen que nous avons étudiés. À savoir, d'un côté, donc, ces régions à présence musulmane assez forte, alors péninsule ibérique, péninsule italienne, Vienne, d'ailleurs des régions qui ne sont jamais éloignées du monde musulman, oriental ou méridional, et puis des régions plus septentrionales, c'est le cas de la France, c'est le cas de l'Angleterre, où la présence musulmane est moindre, mais en termes, par exemple, d'assimilation, ça pose des problèmes qui sont extrêmement importants, et les cas qui sont ainsi étudiés nous permettent donc de nourrir notre réflexion. Il y a une variété qui est proposée, qui fait toute sa richesse. Si vous voulez, on peut comparer par rapport à tout ce qui est étudié aujourd'hui en ce qui concerne l'esclavage à travers le monde. L'esclavage dans le passé, on a dégagé le concept des sociétés esclavagistes et des sociétés à esclaves, ce qui n'est pas la même chose. Eh bien, on pourrait pratiquement reprendre cette conception pour ce que nous avons présenté. Il y a des régions européennes qui ont connu des populations musulmanes vraiment assez nourries, riches, et ayant laissé des traces, et d'autres où, au contraire, les musulmans présents se sont dilués très vite dans la population. Et tout ceci pose évidemment des problèmes qui nous intéressent aujourd'hui. Deuxième chose que je veux indiquer rapidement, ce sont les catégories. Là aussi, nous sommes allés, en somme, de surprise en surprise, puisque, comme il a été rappelé déjà, nous attendions à trouver un certain nombre de diplomates, bien entendu, qui ont laissé beaucoup de traces, des correspondances, dans les archives des différents ministères des Affaires étrangères, on trouve évidemment traces de ces individus, et ils méritent souvent un examen plus approfondi que ce qui a été fait jusqu'ici. Donc il y a des tas de monographies qu'on peut imaginer désormais. Mais nous avons découvert d'autres catégories extrêmement importantes. Alors, par exemple, celle
à l'autre bout de l'échelle sociale, celle des esclaves, qui n'étaient pas inconnus, bien entendu. Mais en la circonstance, nous avons découvert à quel point l'esclavage était un élément essentiel des économies et des sociétés européennes tout au long de l'époque moderne, plus particulièrement au XVIe et au XVIIe siècle. Et l'échange, en somme, d'esclaves, l'échange de captifs entre les deux rives de la Méditerranée a été un élément constant tout au long de la période que nous avons étudiée. Mais encore, on trouve des marchands, et des marchands beaucoup plus nombreux, là aussi, que prévu, en quelque sorte. Le commerce entre les deux rives de la Méditerranée a été un commerce intense, et évidemment, ces acteurs sont nombreux, et un certain nombre d'entre eux, donc, on trouve des marchands musulmans, à Livourne, par exemple, place qui est l'objet d'une étude, là aussi, extrêmement importante, extrêmement fouillée. À Livourne, la place des marchands musulmans est tout à fait capitale. Elle est à Vienne, etc. Mais encore, nous trouvons tout simplement des immigrés qui cherchent à échapper, hier comme aujourd'hui, à leur sort, et qui donc, depuis le Maghreb, par exemple, cherchent à s'installer en terre italienne ou en terre espagnole pour trouver un sort meilleur, si possible. Et ça commence par des princes, c'est-à-dire les princes qui sont éliminés du trône, eh bien, vont chercher refuge en terre chrétienne très souvent, mais aussi des individus donc extrêmement modestes qui franchissent le détroit de Gibraltar ou qui depuis les côtes tunisiennes passent en Sicile et ensuite dans le royaume de Naples. Donc des catégories nombreuses qui évidemment méritent d'être étudiées chacune pour elles, mais aussi qu'elles constituent des éléments pour un ensemble qui est au cœur de notre propos. Monsieur Denis, à votre tour de nous éclairer sur vos travaux. Merci, je redis à mon tour tout le plaisir que j'ai à être ce soir ici. Je voudrais revenir sur un aspect important qui est en fait la question de la visibilité ou de l'invisibilité de ces gens venus des pays d'islam. En effet, si jusque-là, en effet, ils n'étaient pas particulièrement étudiés, et d'une certaine manière, il a fallu tout l'enjeu de ces deux livres, ça a été de les faire apparaître, de les inventer en quelque sorte, comme on dit pour les historiens, au sens où on invente des sources, c'est-à-dire non pas qu'on les fabrique, c'est artifice, mais qu'on va les faire surgir. Et l'invention donc de ces musulmans a été et des gens venus aussi des pays donc arabes et du Moyen-Orient, ils sont pas tous bien sûr musulmans, a été vraiment un acquis important, je crois, de cette entreprise. Donc cette question, en effet, c'est que dans une période qui est quand même dominée par une absence de tolérance officielle en général vis-à-vis d'autres religions que la religion catholique ou dans d'autres endroits, donc les différentes confessions protestantes, avec l'exception donc des juifs, eux-mêmes tenus quand même évidemment dans des espaces et tenus à des règles très très précises. Ces populations elles-mêmes donc sont très largement invisibles à première vue. Invisibles pour cette raison-là, pour ces raisons statutaires, invisibles aussi pour des raisons quantitatives, comme l'a rappelé Bernard Vincent et comme l'ont rappelé aussi Jocelyne Dacliat tout à l'heure. Les effectifs sont pas considérables, sauf dans effectivement dans des régions où la présence a été plus ancienne et quasiment et continue en fait depuis l'époque où le sud de l'Europe donc était sous domination musulmane. Ailleurs, évidemment, à mesure qu'on va vers le nord et qu'on s'éloigne de la Méditerranée, elle est évidemment beaucoup plus ténue. Et
ce qu'il a fallu faire, c'est, dans beaucoup de communications, c'est visible, c'est un changement d'échelle de l'observation. C'est-à-dire que dans les grands flux de population, ces gens-là sont invisibles. Et en revanche, quand on modifie l'échelle d'observation, donc des études qui sont extrêmement ciblées, en reprenant d'ailleurs des sources qui parfois avaient déjà été des sources classiques, connues des historiens, on a des matériaux ici qui permettent d'étudier ces populations et qui ont permis des études assez précises et de découvrir donc dans les masses de villes importantes, je pense à Paris, Vienne ou encore Livourne, des populations tout à fait intéressantes, des trajectoires, pas forcément des histoires très complexes, très longues, parfois c'est juste une ligne ou deux, mais c'est des choses tout à fait importantes et intéressantes. Et alors la difficulté, c'est de faire apparaître ces individus aussi. Elle est liée alors à la question religieuse. En effet, ce dont était aperçu en particulier Jocelyne Daclia lorsqu'elle avait commencé son enquête à partir donc on s'était aperçu que des centaines d'individus s'étaient en accumulant en fait des témoignages de sources diverses sur les conversions, en fait, on avait des individus qui cessaient d'être musulmans, qui se convertissaient et qui n'apparaissaient dans les archives que justement au moment où ils se convertissaient, où ils devenaient donc chrétiens, où ils changeaient donc de nom, ils prenaient un nom chrétien. Parfois, le patronyme aussi. Bon, à l'époque, le patronyme, avant le 19e siècle, c'est quelque chose de très, très, très flou et très souple en Europe. Donc, du coup, ces individus, à ce moment-là, étaient absorbés dans les archives paroissiales, les archives de l'Église, et on en perdait la trace. Et il devient, à distance, impossible de les repérer. Donc, toute la difficulté, c'était une des difficultés qu'avait souligné donc Jocelyne Daclia dans ce travail. Alors d'autres sources ont pu être mobilisées. Je pense que Bernard Vincent parlait de l'Inquisition, donc je vais peut-être lui passer la parole, et Jocelyne aussi. Maintenant qu'on a posé un cadre, je voudrais donner une idée un peu plus précise d'abord de cette population. Donc Bernard Vincent a évoqué quelques-uns de ces flux de circulation d'une certaine façon, mais j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans la description finalement de qui on pouvait rencontrer dans ces périodes donc antérieures au XIXe siècle. Alors, on a évoqué la question de musulmans originaires de pays d'islam. C'est vrai que le seul cadre où on peut rencontrer des gens qui ont une pratique ouverte de l'islam, c'est le cadre officiel, donc régi par des accords d'État à État. C'est d'une part les ambassades et d'autre part les galères. Et là, effectivement, on voit bien que cette présence va représenter tous les niveaux de l'échelle sociale, du plus bas jusqu'au plus haut, finalement. Mais quand on pense à la fois aux ambassades et aux galères, il ne faut pas en avoir une vision resserrée. C'est-à-dire penser qu'une ambassade qui part dans un pays d'Europe occidentale, elle reste au moins 1 an, parfois 2 ans. Ce sont des séjours longs et ce sont des séjours où il y a toute une suite qui accompagne l'ambassadeur, donc de petites gens, des cuisiniers, des gardes, etc. Et en règle générale, il y en a toujours qui vont s'évaporer dans la nature. Donc déjà, il y a une circulation, si vous voulez, ou des phénomènes de dissémination qui s'opèrent à partir de ces événements officiels que sont les ambassades. Les ambassades sont intéressantes aussi parce que, à l'occasion de la présence d'un représentant d'une puissance islamique, on voit sortir de l'ombre toutes sortes de co-religionnaires qui viennent demander de l'aide, qui viennent proposer leurs services, qui viennent voir si on ne peut pas les rapatrier, parce que tout simplement ils ont envie de rester chez eux après des années de séjour en Grande-Bretagne ou en France. Et donc c'est déjà un indicateur important pour voir toute une présence dissimulée qui tout d'un coup va se retrouver finalement sous le feu des projecteurs.
Deuxième exemple que je prenais, la question des galériens. Là aussi, il ne faut pas en avoir la vision d'un monde clos, refermé, parce que les galériens, donc les galériens musulmans, qui constituent une grande partie de la chiourme, non seulement en France, mais dans tous les pays où il y a des galères, l'Espagne, l'Italie, ça représente au moins 20% des galériens. Tous ces gens, en hiver, ne sont pas sur la mer. Ils restent à quai. Et on connaît bien, pour le cas des galères françaises, à Marseille notamment, la présence des galériens dans la ville. Donc sur les quais, où ils ont des petits métiers, ils construisent des baraques, et ils ont toutes sortes d'activités licites ou illicites, beaucoup de recel par exemple, mais ils ont aussi des métiers tout à fait reconnus. Ils travaillent comme cuisiniers chez des particuliers, ils travaillent dans les savonneries de Marseille, ils fréquentent les tavernes. Donc il y a une présence de musulmans, de Turcs, comme on les appelait dans la ville, puisqu'ils étaient officiellement musulmans, ils avaient le droit d'être musulmans. On le voit bien aussi dans d'autres villes de galère, en Italie, à Malte. Et il y a un culte musulman à ce moment-là qui est reconnu, même s'il il n'occupe pas une place écrasante dans l'espace public, bien sûr. Mais donc on a une présence dans la ville de gens qui sont officiellement des musulmans. Mais alors, le point sur lequel nous pensons avoir réellement apporté quelque chose de très nouveau, c'est sur la présence disséminée finalement de musulmans dans des villages, dans des espaces où on ne les aurait pas attendus, des petites villes françaises par exemple, mais aussi anglaises, donc de gens soit qui sont des galériens évadés, il y en a un certain nombre, il y en a beaucoup. Je pense par exemple, pour vous donner un exemple concret, à un certain Charles Ali, qui avait passé, un Algérien qui, au début du XVIIe siècle, avait été pris sur des galères espagnoles, puis qui ensuite a réussi à s'échapper d'une galère et qui a nagé jusqu'à Antibes. D'Antibes, avec toutes sortes de protections ou en faisant la Manche, tout simplement. Il est arrivé jusqu'à Lyon, où on le trouve demandant le baptême, et donc nous avons son acte de baptême. Il est baptisé à Lyon, avec des parrains assez puissants. Et puis, 7 ans plus tard, nous le retrouvons en Bretagne, à l'occasion de son mariage. Donc pour son mariage, on exhibe son acte de baptême. 7 ans, il a traversé la France, on ne sait pas comment il a vécu. Et ce personnage de Charles Alick, donc, qui conserve son nom musulman accolé à son nom de baptême, nous savons, par les archives du petit village de Landéda où il s'est marié, qu'il a eu 3 enfants. Tous les 3, sur leur acte de naissance, un de mes collègues a vérifié, il est spécifié qu'ils étaient fils d'un Turc de nation, donc Turc de nation, mais non plus de religion, puisqu'il était baptisé. Donc voilà des exemples d'anciens galériens qui ensuite vont disparaître au fil de l'évolution de leur famille, vont disparaître dans le tissu social français en l'occurrence. Et donc nous avons porté de l'attention à toute cette présence diffuse, disséminée, qui vient par différents canaux, comme l'a rappelé Bernard Vincent. Beaucoup de réfugiés, de gens qui... c'est le cas par exemple pour le Maroc, ça c'est une question qui a été même mise en évidence depuis longtemps, mais on n'y avait pas prêté suffisamment attention. Dans les années 1980, il y a eu une thèse d'un historien marocain, Ahmed Boucherb, qui montrait que le nombre de Marocains qui avaient eu à vivre au Portugal de manière libre ou par la contrainte de l'esclavage, de la captivité en tant que prisonnier, se montait à plusieurs dizaines de milliers. Je crois qu'il donnait un chiffre comme 60 000 entre le XVIe et le XVIIe siècle. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que déjà, il montrait que en cas de crise politique, en cas de crise économique, ça pouvait être des tribus entières qui passaient le détroit de Gibraltar, qui partaient vers la péninsule ibérique, qui s'installaient éventuellement au Portugal, pas seulement dans les villes, mais aussi dans les campagnes, avec éventuellement des phénomènes de retour, de reflux, de circulation. Et puis, il y a ces présences marchandes qui sont très importantes, et ça c'est un point
vraiment très important, parce que l'historiographie, pendant très longtemps, l'historiographie de la Méditerranée a considéré que tout le commerce méditerranéen était dans la main des Européens, que les musulmans n'étaient pas intéressés à aller en Europe, n'étaient pas intéressés à y commercer, que de toute façon ils n'avaient pas de flotte, qu'ils avaient peur de la mer. Enfin, il y a eu toutes sortes d'hypothèses pour expliquer qu'il n'y avait pas de marchands musulmans en Europe. Mais quand on regarde, quand on les cherche, on les trouve. Et on en trouve à tous les niveaux de fortune. C'est vrai que David Dopasso a montré que pour le cas de Vienne, par exemple, on avait des grands commerçants turcs établis à Vienne, mais il y a aussi des commerçants d'occasion qui circulent en Italie, en Espagne, en France. Je prendrai là encore un exemple concret, assez vivant. Un Tunisien, Amr Tounsi, en 1711, achète de la marchandise. Alors il y a un peu de tout, il y a aussi bien des chéchias, du couscous, des tissus, et il part pour Gênes pour la revendre. Mais là, son bateau se fait attaquer et la marchandise est confisquée par... c'est un corsaire français qui rafle la marchandise. Et donc du coup, il part à Marseille pour réclamer qu'on lui rende sa marchandise. Il atterrit à Marseille et là, il n'a plus de moyens de vivre. Il se fait héberger par d'autres musulmans, des galériens, qui lui apportent son aide. Et il écrit au ministre français, Pontchartrain, pour expliquer sa mésaventure et demander qu'on lui rende justice. Et voilà comment nous avons la trace donc d'un petit commerçant tunisien à Marseille. Et il y en a bien d'autres pour cette période. Ces musulmans qui viennent sont souvent d'Afrique du Nord et de l'Empire ottoman. Quelles sont les fréquences? Est-ce que c'est plus l'Afrique du Nord que l'Empire ottoman? Est-ce que les galériens viennent d'Afrique du Nord et les commerçants plus de l'Empire ottoman? Ça dépend évidemment des pays, ça dépend aussi des périodes. On sait que par exemple en Italie, et ça renvoie à l'histoire de l'esclavage aussi, il y avait beaucoup, par exemple, de femmes domestiques, esclaves, qui étaient des musulmanes des Balkans. Donc là, une présence plutôt balkanique, mais aussi beaucoup de maghrébines et de maghrébins, bien sûr. En Grande-Bretagne, vous allez trouver beaucoup de Marocains. Qui notamment sont employés à ramer sur la flotte, enfin une présence également importante dans les armées. Ça c'est un point que je n'ai pas encore évoqué, oui. Voilà, que nous pourrions également développer. Donc une présence peut-être parce qu'elle est plus visible. Les armées font de l'archive, les armées, il y a un enregistrement des rôles, etc. Donc une présence très claire là sur le plan militaire, mais donc par exemple beaucoup de Marocains se retrouvent en Grande-Bretagne ou aussi dans les Pays-Bas par exemple. Si vous voulez, je peux vous donner un exemple concret supplémentaire. Il y a beaucoup de Maghrébins dans les terres italiennes du Sud, dans les îles de la Méditerranée occidentale et, grosso modo, dans une grande partie de l'Espagne méditerranéenne essentiellement. Mais pourquoi? N'oublions pas que, entre autres phénomènes, les Portugais et les Espagnols possèdent tout au long de l'époque moderne ce que l'on appelle des présides. Donc, depuis Ceuta, Melilla, Oran, etc., appartiennent soit au Portugal, soit à l'Espagne, selon les époques. Et depuis ces villes, sont organisées des razzias en permanence. Et les razzias ont pour résultat donc l'obtention d'un butin qui est constitué pour une bonne part par des hommes, des femmes et des enfants, dont on négocie le rachat de manière immédiate, mais si les opérations de rachat ne fonctionnent pas, ils deviennent esclaves et on les envoie en péninsule ibérique ou en péninsule italienne. Bon, alors il y a donc ce phénomène, et c'est pour cela que l'esclavage perdure aussi longtemps à l'époque moderne dans les terres européennes. Mais à Oran, à Melilla ou ailleurs, curieusement,
il y a des militaires, bien entendu, mais au sein de ces militaires, il y a toujours des compagnies de musulmans, au service du roi d'Espagne ou du roi de Portugal. Et en 1708, la ville d'Oran a été conquise par les Algérois. Les Espagnols la reprennent en 1732, mais en 1708, la question s'est évidemment posée de savoir que fait-on des soldats musulmans. Donc on les a rapatriés en péninsule ibérique, on les disperse, et donc on sait beaucoup de choses sur tous ces individus qui se sont, pour une grande part, donc intégrés dans les populations locales, même si, en 1732, quand les Espagnols reprennent Oran, on voit qu'un certain nombre reviennent à Oran. Donc, monsieur, quelques précisions? Oui, je peux parler de Paris, que je connais mieux. Je suis spécialiste d'histoire de la France, en fait. Et dans ce Paris du XVIIIe siècle que nous associons si peu, en fait, je pense, aux pays arabes et à l'islam, en réalité, il y a une présence qui est diffuse, qui est ténue, mais qui n'était pas forcément totalement étrangère pour les Parisiens. Donc on est renseigné grâce à des archives de police extraordinaires qui datent juste avant un petit peu avant la Révolution française, où la police est particulièrement efficace et a créé ce système de fiches d'hôtel que vous connaissez, que vous remplissez lorsque vous devez vous arriver dans un établissement. Et il y a un système spécifique pour les étrangers qui existe. Et grâce à ces sources, on a non seulement les noms tous les jours des étrangers, mais en plus l'hôtel où ils sont. Et donc on a par exemple cet hôtel de Brunswick qui se trouvait près des Halles, qui accueille régulièrement, pendant plusieurs années, on voit des voyageurs d'Afrique du Nord et de l'Empire ottoman, et qui vont là en particulier, sans qu'on sache pourquoi. Ils devaient choisir, il y avait des raisons pour lesquelles ils devaient aller là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si on compare, parce qu'on a des sources statistiques importantes, on compare la mobilité et la présence dans Paris de ces voyageurs d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et en fait, les lieux qu'ils fréquentent, globalement, la géographie est assez proche de celle des autres étrangers, des étrangers européens, de ce point de vue-là. Donc, finalement, ils participent, vous voyez, de la même circulation cosmopolite européenne dans la capitale, qui est Paris, la grande capitale européenne avec Londres, de la même façon, et sans doute avec le même des aspirations qui sont assez proches et comparables à celles des autres Européens. Et d'ailleurs, souvent, on connaît les destinations ensuite, puisqu'ils repartent, et c'est parfois pour aller vers Paris n'est qu'une étape pour aller vers Hambourg ou Amsterdam, donc d'autres grandes places commerciales pour ces marchands. Voilà. Merci. C'est quand même essentiellement des musulmans de l'Empire ottoman, parce qu'à l'époque... Pas forcément. Ah, non. On a des gens de Tripoli, des gens d'Alger, des gens d'Oran. Oui, mais aussi. Une partie. Oui, mais les Marocains, d'accord, mais une partie de l'Afrique du Nord était quand même sous influence ottomane. Donc, si vous voulez, c'est quand même l'Empire ottoman qui est le pourvoyeur principal, non De par la masse. De par la masse, oui. Effectivement. Les Marocains peuvent être très présents. Il y a également des Perses. Moins nombreux, mais par exemple, le commerce avec la Perse a pris beaucoup d'importance en Angleterre et de manière précoce, le commerce de la soie. Donc il y a aussi des marchands perses et des ambassades perses qui sont importantes, avec toute une population, là aussi, disséminée. Et puis, pour un pays comme l'Angleterre, très tôt, on voit arriver aussi des gens du Bengale, de l'Inde, donc toute cette population de manière très précoce. C'est-à-dire vers quelle période on en trouve très facilement au début du XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant par rapport à la France, c'est que très tôt, on constate par exemple que dans les procès, ils ont le droit de jurer sur le Coran et non pas sur la Bible. Donc il y a une forme de reconnaissance précoce d'une spécificité religieuse. D'origine. Oui, tout à fait. Il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène de proximité qui joue beaucoup. Donc on trouvera beaucoup de Maghrébins dans les pays méridionaux de l'Europe, mais il y a aussi les liens, disons, coloniaux qui existent déjà d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, la
Bon, et donc ceci est propice à l'arrivée de musulmans, on peut dire du monde entier. Alors évidemment, il ne s'agit pas de flux considérables, mais malgré tout, des individus dont la présence est bien attestée dans la documentation. Et leur relation avec les populations où ils se trouvent, justement. Alors ça, c'est un point important, évidemment, parce que lorsqu'on met en évidence, comme nous le faisons, des circulations et puis une présence disséminée, on peut nous dire, mais alors vous donnez une image irénique de cette histoire, l'impression que finalement, c'est fluide, ça circule. Il ne faut jamais oublier que tout ça s'effectue dans un contexte qui est globalement un contexte de tension et de conflit. C'est-à-dire que sur le plan géopolitique, il ne faut pas minimiser, notamment sur le plan religieux, la force des antagonismes, même si aussi sur un plan diplomatique, il y a toutes sortes d'alliances qui se nouent dans ces périodes de puissance à puissance, par exemple entre l'Angleterre et le Maroc au début du XVIIe siècle, au début du XVIe siècle. Il y a toutes sortes d'alliances donc, qui font que parfois, pour des raisons commerciales notamment, on maintient de bonnes relations avec des pays du monde musulman et que ça a nécessairement un impact ensuite sur la circulation des gens qui sont originaires de ces pays. Mais donc, nous insistons bien sur le fait que tout ça n'est pas incompatible avec la prise en compte historique de relations éventuellement de conflits, de relations éventuellement violentes, mais que tout ça va ensemble. L'histoire de la guerre corsaire, l'histoire de la course, l'histoire de la réduction en captivité, l'histoire réciproque de l'esclavage, parce que tout ça, ce sont des histoires parfaitement réciproques et symétriques, tout ça, ça produit aussi justement des effets de rapprochement. Ça va de pair avec le commerce, on ramène des captifs, on remporte des marchandises, etc. Tout ça va ensemble. Et puis, ça produit des effets qui peuvent nous paraître paradoxaux de rapprochement. C'est-à-dire que quand un captif, mettons, algérien, va séjourner quelques années en Provence en attendant d'être racheté, et il est évident qu'il rentre en parlant le provençal. C'est Vincent Leblanc, par exemple, un voyageur du XVIIe siècle, qui raconte comment, arrivant au Maroc, il entend un jour un grand mort noir, dit-il, l'apostropher en provençal. C'est quelqu'un qui avait passé plusieurs années à Marseille, qui avait toutes sortes de relations à Marseille, et qui visiblement avait aussi appris à lire les langues latines, puisqu'il lui montre sa bibliothèque, et qu'ils ont ensuite tout un échange savant. Donc ça veut dire que même des relations violentes et antagoniques peuvent produire des effets de rapprochement, et puis également non seulement une proximité culturelle, une interconnaissance culturelle, mais aussi tout simplement des rapprochements sur le plan de l'amitié et sur d'autres plans, bien sûr. Donc, sans une vision irénique, on a quand même une notion d'un rapprochement de culture et d'une interpénétration entre les flux de personnes qui viennent en Europe et les cultures européennes, en quelque sorte. Absolument, et je dirais même que c'est aussi parce qu'il y a cette interconnaissance et cette interpénétration que ça paraît si simple finalement de passer de l'autre côté de manière pérenne ou temporaire et d'y comprendre les codes et finalement d'y trouver sa place. Je peux vous donner, oui, si vous voulez, un ou deux exemples. Par exemple, à Carthagène, en 1695, est mis le feu à des locaux qui ont été transformés en mosquées et en médersa. Bon. Alors, immédiatement, la communauté musulmane locale s'inquiète et donc prévient les autorités avec lesquelles elles sont en relation au Maghreb. Et le Dey d'Alger écrit immédiatement au souverain espagnol, à Charles II. Et il lui dit, faites bien attention parce que si réparation n'est pas faite dans les meilleurs délais, moi je ne peux pas répondre de la protection que j'accorde aux captifs chrétiens qui sont à Alger. Et immédiatement, le message est bien entendu. Bon. Mais
À même date, j'ai rencontré dans les archives notariales un musulman qui est un pêcheur et qui est inquiété et qui vient témoigner de son comportement parfaitement licite. Enfin, et on voit, il vient accompagné de tous ses compagnons chrétiens moyens qui témoignent en sa faveur. Merci. Jocelyne Dachlia, vous voudriez ajouter quelque chose ? Oui, je voudrais peut-être maintenant, il faudrait que nous expliquions pourquoi nous avons donné comme titre, finalement, Repenser la Méditerranée à cette petite séance de présentation. Il me semble qu'on commence à voir que ce que nous proposons implique finalement de reconsidérer un certain nombre de lieux communs de l'histoire des relations entre l'Europe et le monde islamique, ou des relations transméditerranéennes finalement, d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Il y a toutes sortes de points qui sont en train de bouger à l'heure actuelle dans la recherche sur la Méditerranée ou sur les relations entre l'Europe et l'islam, et il nous paraît important que de cette recherche vive, il passe quelque chose dans le débat public, dans le débat civique, qu'on sorte, si vous voulez, d'un certain nombre de stéréotypes pour repenser cette histoire. Et là, les historiens ont une responsabilité directe, me semble-t-il, ou en tout cas peuvent jouer un rôle assez évident dans le débat citoyen. On a vu notamment que, il me semble qu'on commence à voir que d'abord, tout cela suppose qu'il n'y a pas de problématique déjà du déclin de la Méditerranée. On a une Méditerranée en pleine vitalité qui, contrairement à ce qu'on a dit à l'époque de Fernand Braudel notamment, etc., n'a pas connu un fort déclin avec la découverte de l'Atlantique. Il y a toujours une connexion de circulation, y compris de la circulation des hommes, y compris de la circulation d'ailleurs des musulmans. Il y a tout un chantier de recherche qu'on pourrait lancer, qui peut-être démarre déjà, sur la présence aussi de musulmans en Amérique au XVIe siècle, XVIIe siècle. Tout ça va de pair aussi avec l'idée actuellement de mieux en mieux admise par les historiens qu'il n'y a pas de déclin du monde musulman dans cette période. Le fameux déclin du monde ottoman, ça c'est une hypothèse qui est de plus en plus radicalement mise en cause. Et on le voit bien, ne serait-ce que par cette découverte qu'on fait de l'existence et de la vitalité d'un commerce musulman en Europe occidentale. Mais on voit aussi, par exemple, une circulation de médecins, de chirurgiens, qui se disent musulmans, parfois turcs, bon, c'est un label un peu flou, mais en tout cas, il y a une médecine turque, arabe, qui est pratiquée en Europe occidentale et qui a du succès dans ces périodes, alors même que pour nous, spontanément, nous dirions c'est une période de déclin justement de la médecine, la grande médecine arabe, c'est le Moyen-Âge et on n'a rien à en attendre au XVIIe siècle. Eh bien non, jusque dans l'entourage du roi de France, on allait chercher des médecins d'origine algérienne ou turque. Là, on en a trouvé quantité d'exemples. Enfin, je dirais que je pourrais développer longuement ces questions, mais on voit bien que toute cette histoire s'inscrit dans une perception désormais de l'Europe et de l'islam, mais aussi des autres parties non européennes du monde, sur un plan qui devient paritaire. On n'est plus dans l'idée qu'il y a une modernité européenne qui donne le là, et puis que finalement le monde islamique est globalement colonisé parce que colonisable, parce que sur le déclin, parce qu'affaibli, parce que peu curieux de l'autre, etc. On voit bien qu'il y a une parfaite réciprocité des circulations, des échanges, des pratiques violentes également, et qu'il y a aussi, par exemple, une interconnaissance sur le plan linguistique. Alors c'est vrai que l'Europe a plus développé l'étude des langues savantes, l'étude des langues à l'écrit, mais le monde islamique, clairement, a une fine connaissance des langues européennes à l'oral, sur un plan empirique. Bon. Donc il y a des dissymétries, mais il y a aussi une parfaite réciprocité
des connaissances, des interconnaissances. Et enfin, il y a un autre point que j'aimerais soulever, mais peut-être qu'on pourrait y revenir dans la discussion, c'est toute l'historiographie des médiateurs, des truchements, l'idée que finalement, il fallait des intermédiaires pour faire passer la culture de l'autre, et que le monde islamique, c'est un monde où les intermédiaires, c'était des minoritaires religieux, c'était les juifs, c'était les maronites, c'était les arméniens qui ont été les passeurs de la culture savante. Là aussi, c'est quelque chose qui ne tient pas, ou pas de manière aussi forte qu'on le pensait jusqu'ici, parce que quand on cherche, on a aussi des musulmans qui ont été des traducteurs, qui ont été des passeurs de culture savante, mais qui simplement étaient plus dans l'ombre ou dans l'anonymat. Ou peut-être qui correspondaient moins à l'image qu'on voulait se faire d'une liaison entre minoritaires et pouvoir européen. Tout à fait. Et c'est aussi une des bases probablement de la culture coloniale qui a été là aussi. Peut-être que maintenant nous pouvons passer aux questions, à moins que vous ayez encore quelque chose monsieur, vous voulez peut-être ajouter? Je veux bien évoquer quelque chose qui est en écho à votre propos liminaire sur oui. François Ier et les Ottomans, c'est-à-dire en fait au moment de la Révolution française, il y a une contribution assez forte dans le livre sur justement la présence de l'islam et d'arabes plus largement dans la France post-révolutionnaire. Il s'agit des réfugiés égyptiens. C'est important parce que c'est la première communauté. On a parlé d'arabes, on a parlé de musulmans. C'est la première fois finalement qu'il y en a une qui est organisée avec un statut, une communauté avec un statut, sans doute dans l'histoire européenne, puisque les esclaves, on ne peut pas vraiment parler d'une communauté organisée à laquelle on donnerait vraiment des droits collectifs. Là, c'est différent. Donc, c'est les individus qui sont réfugiés en France avec des familles, etc., à la suite donc de l'échec français donc en Égypte, et des gens qui ont été forcés en fait de quitter, soit volontairement, soit poussés à quitter donc l'Égypte. Et ces réfugiés égyptiens, c'est une catégorie qui est créée par l'État, qui leur reconnaît un statut avec des pensions militaires, donc un statut officiel. Une installation à Marseille, puis à Paris et dans 2 ou 3 endroits en France. Une population d'ailleurs qui ne cesse d'entretenir des liens avec la Méditerranée et le Moyen-Orient et l'autre rive de la Méditerranée, et qui pose toute une série de problèmes inédits aux Français. Dans une France en plus qui garantit normalement une certaine égalité des droits, pour des individus en plus qui sont plutôt proches politiquement des Français, vraisemblablement, et des relations qui sont aussi dominées par l'instabilité, la fragilité, mais à l'image de ce qu'on peut voir dans d'autres, je dirais dans la longue durée, quand on regarde cette histoire, c'est-à-dire qu'en 1815, ils vont être victimes, les Mamelouks de Marseille, puisqu'on les appelait comme ça, les Mamelouks, de massacres, d'émeutes, en tout cas de violences, au moment donc juste après la défaite donc de Waterloo, par exemple. Et pour ce collègue qui a étudié ça, c'est finalement l'impossibilité à ce moment-là de créer une espèce d'identité qui serait à la fois française et arabe finalement, et pérenne aussi dans le pays. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a peut-être un micro, madame, que vous pouvez passer, monsieur à l'écharpe blanche, que j'aperçois. Ici aussi, au deuxième rang. Oui, bonsoir. Vous avez bien évoqué beaucoup de choses et très intéressantes aussi, en relation nord-sud, c'est-à-dire à travers la Méditerranée. Mais il y a une chose qui me semble nécessaire peut-être d'en parler et qu'il n'y en a aucun de vous peut-être n'a soulevé d'une manière précise, d'une manière assez claire, à part Jocelyne et le monsieur qui est à sa droite, ils ont parlé d'une manière un peu bref, c'est les intellectuels qui ont été soit capturés, soit par exemple par immigration, soit par exemple par échange,
Le seul cas, et surtout ces intellectuels, s'ils ont écrit, ici ils ont raconté leur expérience dans des livres. À part un qu'on connaît pour tous, c'est Jean Léon l'Africain, qui est Hassan El-Ouazzane, qui était d'origine marocaine, qui a écrit sa description de l'Afrique septentrionale. Mais est-ce que, pour nous parler, y a-t-il d'autres de ce genre-là, qu'ils ont laissé leurs traces par écrit? Merci, monsieur. Qui est-ce qui voudrait répondre? Moi, je veux bien, oui. Mais on peut répondre à deux aussi. Oui. Oui, tout à fait. Il y a eu effectivement parmi les captifs des intellectuels. Certains étaient rachetés en priorité, par exemple par le roi du Maroc. Il y avait un attachement certain à ces personnages, plus qu'à un obscur marin déjà qui avait du mal à mobiliser sa famille. Mais on les connaît parce qu'ils ont été souvent mis à contribution, par exemple, pour enseigner la langue arabe. Ça, depuis l'époque de Rahman Loul, on sait que c'est comme ça aussi qu'on apprenait la langue arabe, donc en recevant l'enseignement des captifs arabophones. Et puis, est-ce qu'il y a des témoignages? Léon l'Africain a écrit sa description de l'Afrique parce qu'il était converti au christianisme. Dans son esprit, c'était pas une œuvre de captivité qu'il allait envoyer à sa famille. Et c'est vrai qu'il y a peu de témoignages écrits d'anciens captifs. Il y a quelques récits ottomans en langue turque, ottomane de l'époque, qui commencent à être de plus en plus étudiés. Il y a des lettres qui ont été laissées par des captifs, des lettres à leur famille, dont on commence à découvrir l'importance, dont quelques lettres de femmes d'ailleurs. Il y a aussi des poèmes de captivité. Par exemple, Ibn al-Qadi au Maroc a écrit des poèmes en ce sens. Et il y a d'autres poèmes turcs également sur la captivité. Mais globalement, je dirais que les musulmans ont traité ce phénomène de la captivité avec pudeur et avec retenue à l'écrit. Alors qu'il y avait une sorte de martyrologie à l'écrit dans les récits des captifs chrétiens, une martyrologie et donc la publication de nombreux récits de captivité qui deviennent de plus en plus comme un genre de récits d'aventure, assez stéréotypés souvent, peut-être en partie, c'est comme ça que je l'interprète, parce que les ordres religieux qui finançaient leur achat, les ordres religieux chrétiens, encourageaient la publication de ces ouvrages, parce qu'évidemment, ça encourageait aussi la générosité des donateurs. Monsieur. Oui, insistons d'abord sur le fait que nous avons peu de documents émanant globalement de tous ces musulmans. Ça c'est un problème qui est fondamental. Nous les connaissons essentiellement par des sources écrites par d'autres. Bon. L'autre chose, à propos de Léon l'Africain, c'est donc un cas quand même très, très singulier, très important, bien entendu, très singulier, mais il faut rappeler qu'il est né à Grenade, il n'est pas né au Maroc. Hein. Bon. Et donc sa vie est sous le signe de l'aventure avant même sa capture et ensuite son retour en terre maghrébine. Merci. Monsieur, vous aviez une question également? Oui, merci. Pour enchaîner directement sur ce que vous venez de dire, monsieur, c'est justement après la chute de Grenade, un certain nombre de musulmans, en fait tous ceux qui sont restés en Espagne, ont été forcés à la conversion. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Donc, après la chute de Grenade, les musulmans restés en Espagne ont été forcés à la conversion. Ils ont reçu injonction de se convertir pour finalement garantir leur sécurité. Ils sont finalement convertis seulement de façade, en conservant leur foi intérieure. Mais en 1609, il y a eu donc une expulsion de masse, finalement, de tous les musulmans restés en Espagne. Ma question, c'est, est-ce que votre analyse tient compte de ces musulmans d'Espagne, convertis de force? Sont-ils considérés comme des musulmans dans l'histoire de l'Europe, ou plutôt comme désormais des chrétiens qui sont dilués dans l'histoire chrétienne de l'Europe? Alors, ils apparaissent eux aussi dans nos volumes.
Simplement, nous n'avons pas énormément insisté sur ces morisques, puisque c'est ainsi qu'on les a appelés, pour la bonne raison qu'il existe une énorme bibliographie, une énorme littérature sur le phénomène morisque. On connaît bien, on continue à chercher sur ces communautés, mais on les connaît quand même très bien. Et précisément, c'est intéressant par rapport à notre entreprise, parce que si bien entendu nous avons pris en compte les morisques, parce qu'on ne pouvait pas les oublier, ils étaient environ 300 000 à être expulsés. C'est vraiment un phénomène massif. Mais ces morisques qui sont donc les descendants des musulmans ayant vécu en Espagne pendant des siècles, ce sont donc des musulmans autochtones espagnols. Mais précisément, on a beaucoup attiré l'attention sur eux, et du coup, on a oublié que sur le sol espagnol vivaient aussi des musulmans qui, eux, venaient d'ailleurs, et qui étaient totalement invisibles. D'ailleurs, il y a quelques années, personne n'avait travaillé sur eux. Et c'est d'autant plus curieux que dans l'édit d'expulsion, les différents édits d'expulsion, il y a eu un édit pour la région de Valence, pour commencer, puis il y a eu un édit concernant les morisques d'Andalousie, etc. Il y a des références dans ces édits aux musulmans qui viennent du Maghreb en particulier, qui sont exceptés de la mesure d'expulsion. Vous voyez à quel point c'est intéressant. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, monsieur? La dame? Oui, d'accord. Bonsoir. Je me permettrai d'abord quelques remarques et après je poserai des questions plus pointues sur le travail qui a été fait, qui est remarquable et qui nous apporte beaucoup de choses sur le plan historique. Encore que pour poser des questions sur l'histoire, c'est tellement vaste. Oui, vous traitez essentiellement l'histoire. L'histoire qui s'arrête peut-être un peu tôt parce que l'histoire plus récente, c'est quand même l'émigration provoquée par le travail, l'aspect économique et la sociologie. C'est pas un hasard si vous traitez de Vienne parce que, évidemment, il y avait quand même l'Empire ottoman qui était là. Mais de nos jours, la présence turque en Allemagne est énorme. Et même quelquefois, les Allemands sont inquiets. Bon, ça c'est leur problème. Mais en France, on sait très bien quand même, et on a des statistiques sur les flux migratoires qui sont de type économique, ou même politique, ou même aussi d'une histoire plus récente. Ça, en quelque sorte, vous regrettez qu'il n'y ait pas plus d'éléments contemporains, mais justement, au point de vue méthodologique, je pense que vous avez cerné votre objet sur une période... Oui. Pardon de vous interrompre, mais... Oui, non, mais c'est pour ça que je vous ai posé la question. Le travail, on parle de 2 volumes avec un éditeur, et le travail, je suppose que c'est des musulmans dans l'histoire de l'Europe, repenser l'Europe et la Méditerranée, c'est ça le thème... ça, c'est le thème de la soirée. Oui. Mais est-ce que c'est le thème de la recherche collective, oui, semble-t-il, pour lequel il n'y a pas suffisamment d'informations dans ces papiers? Nous sommes des historiens, nous ne pouvons pas le cacher. Oui. Et nous avons travaillé sur des périodes que nous connaissons bien, mais précisément nous sommes partis d'une démarche citoyenne. Ce qui nous a réunis au départ, c'est évidemment la réflexion sur la situation présente, ou très récente, de ces immigrations de populations musulmanes qui franchissent la Méditerranée et qui viennent de beaucoup plus loin souvent et qui arrivent dans les différents pays européens. Et on a voulu réfléchir là-dessus en posant la question de la présence de musulmans tout au long de l'histoire et précisément de rétablir un chaînon manquant dans la grande chaîne puisque tout le monde sait que la présence musulmane a été extrêmement importante à l'époque médiévale en Europe, mais on ne sait rien, ou on ne savait presque rien, de cette présence à l'époque, au XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Donc, pour comprendre la situation présente, précisément qui nous préoccupe, il nous fallait reconstituer ce chaînon. Disons que c'est un élément, mais il en manque d'autres, c'est tout.
Non. J'ajouterai un élément pour vous répondre, parce que vous sembliez opposer la situation présente avec des migrations de travail aux situations du passé. Mais les migrations de travail, elles existaient aussi. Les migrations économiques, les migrations de pauvreté, non seulement elles existaient, mais elles existaient dans les deux sens, comme je l'ai dit. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que dès le Moyen-Âge, on a une présence d'artisans européens qui vont travailler au Maghreb notamment pour des notables ou pour les sultans du coin. On a des mercenaires, des présences de miliciens, comme l'a évoqué déjà Bernard Vincent. On a des domestiques européens, et jusqu'au XIXe siècle, il y a eu récemment des études pour montrer comment d'Italie ou de France, jusqu'en plein XIXe siècle, des petites gens partaient pour s'employer comme domestiques ou comme artisans au Maghreb avant les périodes coloniales. Non, mais je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord, je vous l'ai dit, que c'était un travail considérable et que j'apprécie. Mais je suis méditerranéen, je réfléchis beaucoup sur la question, je continue à travailler avec un aspect anthropologique et philosophique. Alors vous comprenez quand même que je souhaite bien cerner ce que vous avez dit, à savoir la séquence historique, j'allais dire, et qui a quand même, qui peut pas avoir une fin, qui se poursuit de nos jours, et ça c'est important. Alors est-ce que je peux quand même savoir, c'est surtout la question fondamentale, ce titre-là, ça correspond aux 2 volumes que vous avez publiés? Bon. Alors, puisque vous nous posez une question sur le titre, moi je saisis l'occasion pour remercier Hélène Monsacré, qui est notre éditrice chez Albin Michel, qui est présente dans la salle, qui nous fait l'amitié d'être là, et la remercier déjà de nous avoir permis de publier ces 2 volumes, effectivement, d'un même ouvrage. C'est pas évident aujourd'hui de publier une contribution de 1300 pages, avec une quarantaine de textes. Je vous assure que c'est vraiment pas facile, donc merci beaucoup. Alors effectivement, le titre global, c'est les musulmans dans l'histoire de l'Europe. Si vous voulez, c'est l'entrée, c'est l'accroche en termes éditorial. Et ensuite, nous avons 2 volumes. L'un qui est consacré à cette présence physique, concrète, empirique, donc de musulmans dans l'histoire de l'Europe. C'est un travail où nous avons voulu donner à sentir et à voir cette présence de manière très concrète. Et le 2e volume est un volume un peu plus théorique, si vous voulez, où il y a un peu plus d'idées sur qu'est-ce que c'est que la Méditerranée, qu'est-ce que ça veut dire du contact et des formes de contact entre l'Europe et l'islam, que de prendre en compte qu'il y a finalement cette population musulmane qui a fait l'Europe occidentale. Merci, Jocelyne Daclia. Non, Monsieur, est-ce que vous pourriez... Je termine. Oui, s'il vous plaît. Plus de questions à poser. J'apprécie la conclusion que Madame a faite, à savoir que l'Europe connaisse un peu mieux de l'autre côté, ce qui se passait de l'autre côté des continents en question, parce que ça explique beaucoup de choses. Merci, monsieur. Madame, merci de passer le micro en haut. Madame en bleu. J'aurais 2 brèves questions. La première, ça portera sur... Vous avez parlé d'observation, et c'est Monsieur Denis, je crois. Vous avez parlé d'observation et vous avez parlé de changement d'échelle par rapport à l'observation. Donc vous avez à la fois... Donc je vous pose la question par rapport à la méthodologie. Et aussi, qui fait partie... Madame Jocelyne, vous avez parlé d'un indicateur au singulier. Moi, ça va avec la méthodologie. Je voudrais que vous nous parliez des indicateurs que vous avez choisis, ou peut-être changés. La deuxième question, c'est par rapport à la population dont vous nous avez parlé avec les catégories. Est-ce qu'il y a eu des soldats qui ont été recrutés dans les armées, puisque vous parlez de l'Europe européenne? Merci, madame. Alors, le changement d'échelle, c'est que, par exemple, on a des recensements d'étrangers qui existent, et numériquement, si vous voulez, évidemment, les populations d'origine européenne sont des très très gros bataillons. Alors on peut les décomposer. Si vous regardez par exemple la population, les étrangers à Paris, vous avez les Anglais, vous avez beaucoup de gens qui viennent
de l'Est à l'Est de la France, donc toutes sortes de petits États, sans compter Liège, etc., les Italiens, les Espagnols. Et puis bon, vous avez un minuscule groupe, a priori, quelques dizaines d'individus qui sont effectivement des Turcs, des Ottomans, des autres, et qui étaient traités jusqu'ici par les historiens comme des curiosités statistiques, des curiosités exotiques. Effectivement, on savait que en cherchant, tentant, on trouvait un Indien, un Perse, un Chaldéen, un marchand d'Alep, voilà. Et là, mis bout à bout, c'est-à-dire qu'en se fixant comme objectif non pas d'analyser les grandes masses des étrangers, mais en disant on va aller voir ces gens-là en particulier, et en prenant le temps d'aller regarder les listes une par une, de les prendre un par un, mis bout à bout, on a quelque chose de tout à fait intéressant qui prouve sans doute des relations, une géographie particulière, un groupe qui effectivement, même s'il n'est pas très considérable, il est néanmoins visible et étudiable. Voilà. Jocelyne ? Oui, rapidement, donc, si je comprends bien votre question, la question sur les indicateurs, moi j'ai beaucoup travaillé à partir des actes de baptême ou d'actes de décès. Bon, ça peut paraître un peu paradoxal de travailler sur le baptême quand on cherche des musulmans, mais c'est justement le moment où on peut saisir en quelque sorte des anomalies, ou une histoire, parce que souvent l'histoire d'une conversion est racontée dans ces actes de baptême, le parcours, d'où vient le personnage, etc. Et ce qui me paraît important et intéressant, c'est que dans ces actes de baptême, on s'aperçoit souvent qu'on a des gens qui étaient là depuis des années, et qui donc n'étaient pas baptisés, donc étaient musulmans. Alors est-ce qu'ils pratiquaient ou pas? Est-ce qu'ils pratiquaient dans leur fort intérieur? Qu'est-ce qu'ils se disaient? Quel mode de tolérance il y avait? Quel mode de silence autour d'eux également? En tout cas, on trouve par exemple des gens qui se font baptiser le jour de leur mort. Alors on ne sait pas s'ils demandent eux-mêmes le baptême ou si on leur impose sur leur lit de mort, mais ça veut dire que jusque-là, ils étaient acceptés sans être baptisés, ou bien des gens qui demandent le baptême après 20 ans de présence en France, par exemple. Je pense au cas, par exemple, dans les premières années du 19e siècle, d'un ancien militaire qui est devenu un homme de théâtre et qui est depuis 20 ans en France et qui ne demande le baptême à l'âge de 60 ans que parce que sa femme vraiment fait pression sur lui pour qu'il finisse par être baptisé, peut-être pour se marier d'ailleurs, mais ça c'est encore une autre question, la question du mariage. J'ai trouvé par exemple dans le contexte britannique en l'occurrence des cas de mariage entre un Turc non baptisé et une Anglaise ou une Écossaise. Merci. Vous voulez rajouter quelque chose, je crois? Pour votre dernière question, pour y répondre, y a-t-il des militaires? Très précisément, j'ai une étudiante qui est en train de faire sa thèse sur la présence de personnes venues de terre d'islam dans les armées du roi catholique, donc du roi d'Espagne, entre grosso modo 1570 et 1610. Elle a établi une base de données et elle a pour l'instant à peu près 1500 personnes. C'est vous dire qu'ils sont donc admis dans l'armée et qui sont pensionnés en tant que militaires par la monarchie espagnole. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, si. Alors, une petite question. Le micro, un instant, monsieur. Je me suis laissé dire qu'il y avait pas mal de ressortissants du Sousse marocain, des Chleux, qui étaient acrobates à Paris au XVIIIe. Est-ce exact? Merci. Alors tout à fait, ce n'est pas anecdotique en fait. D'abord, il faut signaler qu'il y a une présence marquée
de ces gens originaires du monde islamique dans tout ce qui est activité de divertissement. Je parlais tout à l'heure de théâtre, mais donc on trouve des gens qui mènent une existence plus ou moins nomade et qui sont dans le divertissement. Des lutteurs turcs, par exemple. Les Turcs sont renommés pour leur force, mais il y a des lutteurs turcs, il y a des funambules que l'on rencontre. Et effectivement, le savant Venture de Paradis mentionne clairement qu'il a fait une partie de sa grammaire berbère à Paris. Au début, il s'est familiarisé avec la langue berbère à Paris avec des acrobates qui venaient effectivement du sud marocain. Mais nous rencontrons aussi une présence berbère, y compris sur le mode savant. Le savant Fabrid Peresque, par exemple, avait utilisé un berbère de Taroudante pour traduire des inscriptions numismatiques. Donc une présence savante, si vous voulez, d'un berbère. Là encore, pour toute cette activité d'acrobates, de gens du théâtre, etc., à Londres, en 1700, on a une compagnie d'acrobates, compagnie de rue, qui est dirigée par une femme marocaine. Merci beaucoup, et je vous propose maintenant de passer à une autre activité qui est de signer vos ouvrages, si vous voulez bien. Avec plaisir. Merci. Merci.